Allô la planète, de retour de festival Périplessis à Mâcon, édition 2022. Bonjour et bienvenue sur Allô la planète. Je ne m'entends pas. Tout va bien. C'est tout bon, là on m'entend? Ah oui, bonjour. Bienvenue sur Allô la planète. Nous sommes donc au festival Périple et compagnie à Mâcon, où on parle d'aventure et de voyage, donc du 11 au 13 novembre. Et nous avons donc ce matin la joie d'accueillir au stand de la web radio une petite famille qui est partie à vélo. Et quand je dis petite famille, attention, avec de grandes qualités, parce que ce qu'on a pu voir en tout cas à travers votre film, donc faire beaucoup, alors c'est que je déforme pas, mais faire beaucoup avec peu. Anatole, Lison, vous avez emmené vos parents avec vous à vélo. Mathieu et Cécile, bienvenue. Merci. Bonjour. 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 Alors, vous êtes partis donc à vélo, c'était en quelle année ? Alors le dernier voyage qu'on a présenté au festival, là, ça date déjà d'il y a 2 ans, donc on est parti sur l'année scolaire 2019-2020, donc une année un peu particulière puisque c'était l'année du Covid. Et alors, qui a eu cette idée de partir pour une année à vélo en famille ? Alors c'est pas une idée qui a surgi comme ça, hein, puisqu'on a de tout temps, en tout cas depuis qu'on se connaît, on voyage ensemble avec Cécile. Et puis quand les enfants sont nés, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison de changer ce mode de vacances finalement, puisqu'on partait en vacances une quinzaine de jours, par-ci par-là, à gauche, à droite, mais toujours à vélo. Et donc on s'est dit que les enfants, ils pouvaient aussi en profiter. Et donc dès tout jeunes, ils ont été habitués à être dans des remorques, sur des vélos, sur des sièges. Et on s'est promis que nos 2 enfants, on aimerait leur offrir... parce que finalement ça passe vite, hein, ils vont vite avoir 18 ans, ils vont vite voler de leurs propres ailes, on aimerait leur offrir 3 années de voyage, alors on en a déjà fait 2. Et vous les avez amenés sur un long voyage quand ils étaient tout petits. On regardait les photos tout à l'heure sur vos albums photos. Ce premier voyage où ils ne pédalaient pas encore, vous les avez amenés où ? On les a amenés où ? Alors on est resté en Europe. Ouais. On a fait la France, on est parti de la maison, on a fait une grande boucle au départ de la maison. Donc nous on habite dans le Mâconnais, en Saône-et-Loire, un petit village qui s'appelle Vergisson. Et puis donc on a traversé la France pendant à peu près 1 mois et demi. Ensuite on a fait l'Espagne, tout le Portugal. Ensuite on devait donc aller au Maroc. Et puis c'est une année où il y a un guide français qui s'est fait égorger à la frontière algérienne. Donc il y avait des zones qui n'étaient plus conseillées par le ministère des Affaires étrangères. Donc on a dû changer nos plans et de Cadiz, on a pris un bateau pour aller aux îles Canaries. Donc on a passé un bout de l'hiver là-bas. Et donc on a, parmi les 7 îles des Canaries, on a visité 5 îles. Donc tout à vélo, c'était magnifique. On n'a pas regretté. Et puis ensuite on est revenu en Andalousie. Donc on a fait l'Espagne, on a fait les Baléares, on a fait Barcelone. Ensuite on a repris le bateau pour la Sardaigne, l'Italie, la Croatie, la Slovénie, ensuite l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, la Suisse, et on a bouclé pour revenir à la maison. Donc voilà, une première boucle, ils avaient 4 et 2 ans. Ça commençait à les piquer au voyage. Bon, là, ils pédalaient pas. Alors ils pédalaient pas, mais au retour à Munich, Lison avait 4 ans, elle était en moyenne section, et on s'est dit qu'on allait quand même lui acheter un vélo pour qu'elle finisse le voyage de façon plus active. Et donc, elle a fini les 500 ou 600 derniers kilomètres sur un vélo à 4 ans. Alors, on avait aussi une barre de traction, un Follow Me. Mais c'est carrément dingue. Voilà, elle faisait quand même ses 10 ou 20 kilomètres tous les jours, toute seule, comme une grande quand le dénivelé et puis le parcours le permettait. Donc, elle a roulé très tôt, de façon autonome. Ah oui, c'est impressionnant parce que effectivement dans ce film qu'on a vu hier, ce qui ressort, c'est que vraiment les enfants, vous avez une énergie incroyable parce que vous montez, vous passez des cols assez, c'est stupéfiant quand même pour vos âges. Donc d'imaginer effectivement que avant ça, Lison a commencé à 4 ans, c'est assez extraordinaire quand même. Bravo. En tout cas, un sacré entraînement du corps déjà et de l'esprit. Vous étiez partant pour se dire pendant une année on va pédaler. Anatole, toi ? Bah oui, c'était après ce qui était dur, c'était surtout de quitter les amis et
oui. et notre chambre, enfin la maison. Mais une fois qu'on est parti après, on n'y pensait plus. Donc c'était super. Ah, c'est chouette. Et toi, Lison, t'avais envie de repédaler encore? Oui, on avait déjà fait un premier voyage et on voulait avoir plus de souvenirs parce que le premier, on s'en souvenait pas, juste avec les images, et les parents disaient comme ça, on pourrait s'en souvenir toute notre vie et comme ça, voilà, on aurait des bons souvenirs. Et oui, effectivement, là, étant plus grande, tu as de bons souvenirs, surtout au moment de jeu aussi, hein, parce qu'on voit qu'il y a des grands moments de jeu aussi en famille, vraiment du partage. Alors, c'est pas que du partage dans l'effort, c'est vraiment du partage aussi dans l'amour familial, hein, on le ressent. Alors, quand maman joue la journaliste, à un moment donné, c'est amusant, elle prend même un autre nom. Maria, je sais plus. Maria Dravnak en Serbie et puis Elena Papadopoulou en Grèce. Bon, c'était pour s'amuser. Hein, mais oui, vraiment... mais c'est très drôle et je trouve que ça donne vraiment ce côté sympa, ambiance vraiment détente aussi. Après l'effort, c'est quand même important, je pense. Oui, c'était sympa de faire des petits jeux. Alors, il y avait des fois la caméra, ça faisait un petit support de jeu. Puis les enfants, entre eux, ils avaient aussi leurs jeux. Ils s'inventaient des jeux, soit avec leurs peluches, parce qu'il y a leurs peluches, leurs doudous qui les accompagnent tout au long du voyage. Et puis, ouais, ils avaient leurs histoires. Ils s'inventaient Puis sur le vélo, on a le temps de discuter, de parler. Donc, c'était plaisant. Disons, tu avais quelques affaires sur ton vélo. Mathieu, je sais pas combien pesait le sac, mais à un moment donné, on voit une rencontre qui essaie de soulever le vélo qui devait peser son. Oui, c'est en Roumanie, son suite quintal. à l'ascension d'un col. Donc c'est un col de montagne dans lequel on a croisé beaucoup de cyclistes, alors des cyclistes épilés en cuissard, un petit peu façon professionnelle. Et donc ils avaient des vélos tout légers, donc à l'arrivée au sommet, effectivement, ils se sont amusés à essayer de soulever nos vélos, et notamment le mien qui est un peu lourd puisqu'il pèse pas loin de 70 kilos, quand il est tout chargé. Et donc effectivement, ils rigolaient parce que ils avaient du mal à le soulever, ils n'ont même pas pu soulever. Voilà. Et Lison portait un petit peu, effectivement, ouais, d'affaires. Tu veux nous dire, toi, Lison, ce que tu portais ? Je portais 4 chaises, ça va, c'est des chaises assez légères, la nourriture des fois, et aussi les peluches et quelques accessoires un peu, voilà. Au niveau de la tente, c'était une tente 6 places, 5 places, elle était grande, ça permettait d'avoir de l'espace pour vos moments. Alors pour le bivouac, c'est pas trop gênant, mais quand vous restiez posé quelques jours, c'était plus intéressant. Oui, on avait choisi une grande tente. Le but, c'était, on fait pas trop d'économie, enfin, on regarde pas trop le poids. On préfère quand même un peu le confort. Donc, on a choisi une tente 4 places avec une grande abside devant pour pouvoir être abrité justement quand il fait froid ou l'hiver, etc. Avoir un espace quand même un peu plus vaste que si on avait été sous une tente plus légère, randonneuse, où on aurait été plus serré dans la tente. Donc ça nous permettait quand même d'avoir une chambre et un espace à côté pour être bien tous les 4. Et au niveau matériel, c'est vrai qu'on avait aussi dans le film, on voit, on était confortable entre guillemets. On transporte des petites chaises pliantes. D'accord. Parce que on avait testé la première année du voyage, on avait pris nous des petites chaises de voyage pour nous deux, et les enfants, même petits à 2 et 4 ans, ils préféraient aussi venir sur les chaises. Donc là, cette année-là, on a pris des petites chaises pour être mieux, parce que quand on est tout le temps assis par terre le soir, après la journée de vélo, du coup, on a pas mal d'affaires, mais on les porte et puis on est bien. Toujours pour parler du matériel, les vélos, la première expérience ou les différentes expériences de petits voyages vous ont permis d'avoir un vélo plus solide que ce qu'on peut trouver habituellement dans les Oui, alors on a commencé standards, à voyager au début avec nos VTT qu'on rééquipait pour l'occasion avec des porte-bagages, etc. Puisque les VTT sont des développements qui sont très adaptés pour faire ce qu'on fait quand le vélo est chargé. Finalement, c'est comme quand on fait de la montagne en VTT, il faut des petits développements. Et malgré tout, on a eu quelques avaries mécaniques, des porte-bagages qui cassaient puisqu'ils étaient fixés sur les haubans de façon pas très conventionnelle. Donc ensuite, en 2014-2015, quand on est parti pour une année, donc on a investi dans des randonneuses, donc des vélos qui sont spécialement conçus pour le voyage.
Et malgré cela, effectivement, la première fois, on a eu des soucis au niveau des roues. Hein. C'est là-dessus que tout repose. Donc, comme nous, on fait effectivement, on privilégie plutôt le confort. On a effectivement des vélos qui sont lourds. Et donc, on a eu des problèmes de rayons, même si on les changeait. Et finalement, au final, il a fallu changer les jantes. Donc là, pour ce second voyage, on a gardé les mêmes vélos, mais on a refait rayonner des roues complètes par un artisan. Et voilà, on a pris du matériel qui nous permettait d'être sûr de pas, en tout cas, le moins possible d'avoir d'avaries. Voilà. Oui, puis on fait presque un peu du VTT aussi. On aime bien les chemins bien caillouteux dans les montagnes, etc. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des vélos costauds. Oui, effectivement, je sais plus, c'est quand vous arriviez en Roumanie, je sais plus, c'est Lison qui fait remarquer qu'effectivement les routes sont moins bien entretenues que les monuments. Oui. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a des moments où justement vous pensez d'ailleurs que le chemin est bon. Et l'image suivante, on voit que c'est assez impressionnant où vous passez. Oui, il y a quelques fois, on s'est retrouvés dans des endroits où, par exemple, on devait traverser un pâturage d'un berger. Puis vu qu'il y avait les chiens, on s'en méfie parce que ils sont bien costauds. Et du coup, mon papa klaxonnait. Et du coup, le paysan, il est venu nous ouvrir et nous a fait traverser sa propriété parce que des fois, on ne sait pas trop où on va. Eh oui. Et au niveau des rencontres, vous avez beaucoup de monde. Anatole, t'as vu beaucoup de monde. T'aimes bien voir les gens? Oui, j'aime bien. On rencontre plein de personnes différentes. Puis ils sont on a rencontré beaucoup de monde. Et au niveau de la cuisine aussi, vous avez découvert des saveurs nouvelles aussi que vous connaissiez pas? Des trucs bizarres un peu? Bizarre, non, pas trop. Okay. Mais oui, on a découvert des spécialités qui sont très bonnes. Et une bonne tourista. Et une bonne tourista. Alors, on ne sait pas si c'est l'eau tirée du puits ou si ce sont quelques mets locaux qui nous ont un petit peu perturbé l'estomac. Mais effectivement, on a eu une petite période de tourista comme beaucoup de voyageurs connaissent. Voilà, quand ils arrivent dans des pays où les conditions sanitaires ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous. Vous n'aviez pas prévu des cachets ou une pompe pour purifier l'eau? Pour notre premier voyage, on avait pris un filtre, mais on n'a pas eu à l'utiliser parce qu'on était dans des pays où on n'avait pas besoin. Et ce voyage-là, on avait pris des pastilles. D'accord. Et c'est vrai qu'on n'était peut-être pas très prudents dans l'eau des puits. En Ukraine, on a été bien dans la montagne, dans des endroits un peu perdus. Une dame avec un seau qui nous avait amené de l'eau, je me souviens. Mais on les a pas utilisées, très peu les pastilles. Peut-être qu'on aurait pu micro-pur, mais qu'on aurait dû être plus vigilants. Mais bon. C'est vrai qu'on est bien tombés malades tous les quatre, les uns après l'autre, mais c'était costaud. On a commencé à évoquer certains pays que vous avez traversés. Le but de ce voyage, c'était quoi? Faire un grand tour d'Europe, d'aller au-delà, parce que vous évoquez l'Iran. C'était quoi au début? L'objectif, c'était l'Iran. C'était d'aller en Iran, parce que c'est un pays dont on a beaucoup entendu parler, qui nous intriguait, qui est très riche culturellement, qui a une histoire incroyable. Et puis tous les voyageurs, toutes les personnes qu'on a rencontrées qui sont passées par l'Iran nous parlent de l'accueil iranien, des populations qui sont hyper accueillantes. Donc ça nous titillait. Et donc l'objectif du voyage, effectivement, c'était d'aller à la rencontre des Iraniens et de passer du temps un petit peu en Iran. Et oui, on n'a pas dit notre parcours, mais on est parti donc de chez nous à Vergisson. On est parti cette fois en voiture avec nos 4 vélos qu'on a laissés en Pologne chez des amis. On a eu de la chance, c'était pratique, les 4 vélos dans la voiture. Et donc après, de Pologne, on a laissé notre véhicule et on est parti. Donc, on a suivi les Carpates, donc la Pologne, l'Ukraine. On est passé en Roumanie, en Serbie, Monténégro, Albanie, la Grèce. Donc en Grèce, on est resté sur le continent, puis on a fait aussi des îles. Donc la Crète, Santorin, Naxos, Rhodes. Et de Rhodes, on est allé en Turquie. On a traversé avec un bateau. Donc on a tout fait en moyen de... Enfin, c'était que des bateaux. On n'a pris que des bateaux. On n'a pas pris de train et vélo. Et
Et oui, en Turquie, on avait prévu de traverser l'Anatolie pour aller pour rejoindre l'Iran. Et c'est là que, après le Covid, s'est invité au voyage où on est rentré. Et on est rentré en avion jusqu'à Genève. D'accord. Et ça, c'est un deuxième voyage dans le voyage. Pourquoi la Pologne comme point de départ, à part ses amis Alors, on avait déjà pas mal sillonné l'Europe de l'Ouest. Donc, on connaissait déjà beaucoup de pays. Puis, on avait effectivement la chance d'avoir des amis qui étaient en Pologne et on pouvait donc partir de là-bas. Et donc, effectivement, le voyage, on essayait aussi de faire en sorte de voyager avec les saisons pour avoir le moins froid possible quand même. Donc, à partir d'un point plus au nord pour aller plus au sud. Et donc, la Pologne, c'était tout indiqué pour faire un voyage qui se déroule favorablement en ce qui concerne notre progression au regard de l'avancement dans la saison. Donc, on est parti de Pologne, voilà. Et le point pour passer l'hiver, c'était la Crète. Le point plus au sud pour lequel on avait décidé de rester pour l'hiver. Le précédent voyage en 2014-2015, on était dans les Canaries, c'est plus au sud. On a eu des conditions un peu compliquées en Crète, même pour passer l'hiver. C'était un hiver un peu compliqué. Mais oui, il fallait qu'on fasse bien attention au climat pour être en hiver, là, à l'endroit le moins froid possible et passer au mieux l'hiver. Alors dans le film, tout le long du film, les voix qu'on entend principalement sont celles de Lison et Anatole qui racontent ce voyage. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Parce que le film, on l'a principalement au début fait plutôt pour les enfants. On l'a fait comme un souvenir. Et puis on s'est dit que ça serait quand même sympa de pouvoir aussi le partager. Alors on a essayé de trouver un angle. D'approche, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur, on a vu quelques films de voyageurs, donc on a essayé peut-être de trouver un angle un peu original, et puis effectivement, les gens nous parlent beaucoup de la famille, des enfants, donc on a trouvé que c'était bien d'attaquer par l'angle de ce qu'ont vécu les enfants, donc c'est venu naturellement, on s'est dit, ce sont les enfants qui vont raconter leur aventure, leur histoire. Donc il y a eu après une phase d'écriture un petit peu des textes avec eux. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, et puis après toute une phase de lecture. Donc c'est aussi un bel exercice pour les enfants. Ah oui, un très bon exercice parce que toi, Lison, tu écrivais un peu chaque jour. Comment s'était passée ta journée ? Oui, tous les soirs, on écrivait notre carnet de voyage pour qu'après, on ait des souvenirs plus tard écrits. Et donc, pour le film, quand on parle, on a dû recommencer beaucoup de fois. Des fois, on s'énervait un peu, mais c'était pas facile. Et oui, c'est pas facile. Effectivement, c'est une aventure aussi, la création d'un film. Outre le fait des émotions qu'on ressent le jour où on est en voyage, et puis de là à raconter, c'est encore une autre étape. Mais en tout cas, vous le faites très bien. Bravo à tous les deux. Merci. C'est très chouette. Anatole, Merci. C'est très vivant, plein d'énergie, plein de peps. Ça fait du bien, en fait. Donc, merci pour cette énergie. Si on cherche des voix off, on sait où trouver. Je le disais tout à l'heure, il y a deux voyages dans le voyage. Et il y a le Covid. On suit un peu l'évolution, le premier mort en Turquie, cette fermeture ce confinement en France. Comment vous voyez cette évolution depuis vos vélos? Quand on est tous les quatre, on est un peu dans notre bulle, donc finalement les informations elles nous sont venues de notre famille, alors on n'en a pas forcément tous les jours, donc on était mis au courant petit à petit jusqu'à ce qu'on nous dise en France on se prépare à être confiné. Donc en Turquie on n'entendait pas du tout parler de ça, et donc pour nous le voyage allait continuer normalement. Et puis alors on voyait bien quand même que les frontières commençaient à se fermer. Donc l'Iran, ce sont les premières frontières qui se sont fermées puisqu'il y avait déjà eu des tensions géopolitiques, plus des cas de coronavirus très tôt. Donc les frontières s'étaient fermées. Donc on avait déjà changé notre parcours. Donc on se dirigeait finalement vers la Géorgie pour ensuite aller en Arménie. Et puis sur le sol turc, on avait le droit à 3 mois. Et donc finalement, à un moment donné, on s'est dit à quelle sauce on va être mangé quand toutes les frontières sont fermées. La Turquie, c'est la Turquie. Donc qu'est-ce qu'il adviendra si sur
un barrage, on nous arrête, on nous dit vos papiers, voilà, et on n'est plus en règle. On est en Turquie, on n'est plus en règle. Donc, si on avait été que nous deux, peut-être qu'on aurait raisonné différemment. Mais là, avec les enfants, on a finalement pris la décision de rentrer en France. Alors, on était à 1200 km d'Istanbul, donc c'était un peu compliqué. Il fallait trouver un petit aéroport local. Et puis, il n'y avait plus d'avion pour la France déjà. Donc, on a réussi malgré tout à trouver un vol pour Genève. Et donc, effectivement, un deuxième voyage commence. Alors, un voyage qu'on a déjà tous vécu, c'est le voyage confiné, qui est un voyage un peu statique, mais qui est finalement une aventure qui était un peu inédite, qu'on a pas mal vécu. Alors, effectivement, on est passé d'une liberté totale à enfermé entre 4 murs pendant quelques temps. C'était 4 jolis murs quand même. Enfin, c'était. Voilà, donc nous, on n'a pas pu rentrer chez nous. On a passé la frontière un petit peu à la sauvage, puisque. Voilà, on était avec nos 4 vélos, on a passé par un petit village suisse, on a enjambé des barrières, on voulait pas passer parce qu'on n'avait pas il fallait des certificats ou il fallait, je sais plus ce qu'il fallait. Ouais. Donc on savait pas trop comment ça se passait en France. Et voilà, quand on est arrivé en France, on a croisé genre 2 voitures et les gens nous ont fait des signes, vous êtes complètement fous de circuler à vélo. Enfin voilà, on sentait que les gens, on rentrait et on pouvait pas rentrer à la maison puisqu'on avait loué notre maison. Et puis qu'on ne souhaitait pas rentrer, parce que pour nous, le voyage n'était pas fini. Pour nous, le confinement, c'était 3 semaines, et puis on repartait. Mais on a eu la chance, effectivement, comme tu le disais, d'être confinés dans un endroit magnifique, puisqu'on était au bord du lac Léman, dans la maison d'un ami. Voilà. Donc, c'était un confinement 3 étoiles. D'accord. Ouais. On était un peu dans notre bulle. Hein. Quand on voyageait, on ne se rendait pas trop compte de la situation sanitaire. On savait un petit peu comme ça, mais on ne suivait pas vraiment... l'actualité. Quand on est arrivé, qu'on a passé cette frontière, qu'en France les gens étaient confinés, puis que nous on était avec nos vélos, qu'on se promenait, les enfants voulaient s'arrêter pique-niquer, et puis nous on disait non mais là on sentait qu'ils comprenaient pas qu'est-ce qu'on faisait là avec nos vélos à se promener alors que tout le monde était enfermé. Donc c'était un peu étrange au début. Oui, effectivement, c'est la douche froide d'un coup. Vous étiez dans l'ouverture, dans le rêve, et là d'un coup tout le monde est fermé chez soi. Et qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'était c'est vrai que ça a dû être curieux. Hein. C'est pire que de reprendre le boulot après un an de voyage. Tu veux dire quelque chose ? Ah, je croyais. Non. Et après, vous décidez de continuer votre voyage une fois que le confinement est passé, de continuer à traverser la France à vélo jusque chez vous, c'est ça Oui, alors il n'était plus question effectivement de repartir à l'étranger, hein, c'était plus possible. Mais oui, on est reparti sur les routes de France qu'on connaît finalement assez bien, mais voilà, qui sont magnifiques aussi. Et on a pris beaucoup de plaisir à sillonner les régions de France, les régions plutôt montagneuses de France, puisqu'on a descendu l'arc alpin pour remonter par le massif central. Donc on a pris beaucoup de plaisir à voyager en France, proche de chez nous, mais c'était magnifique. On part avec quand on est rentré, tout le monde nous a dit ça devait être dur, vous n'avez pas pu faire ce que vous souhaitiez faire. Et en fait, on n'est pas du tout rentré frustré, au contraire, parce que après, même en France, on s'est vraiment éclaté. C'était chouette. On a pris des routes de montagne, on était bien. C'était pas du tout une frustration. Ouais, on sent que vous avez accueilli le changement imposé et que du coup, quand on accueille les choses, ça se passe beaucoup mieux que quand on s'y oppose et qu'on va coûte que coûte. Voilà. Oui, il y a juste la décision de rentrer qui a été dure. Je me souviens, on s'est arrêté dans une petite ville turque et on attendait le discours d'Erdogan pour savoir ce qu'il allait pouvoir dire. Et puis on a pris la décision de rentrer et je me souviens on avait loué un petit appartement pour se poser et reprendre un peu nos esprits. Et on était tous en pleurs. Voilà, le jour où on a dit on rentre. Voilà, on était sur internet, on cherchait, on ouvre le PC, il fallait qu'on trouve un billet d'avion pour rentrer. Et les enfants disaient on veut pas rentrer. Et je revois Anatole avec son doudou, les larmes aux yeux. Et voilà, et puis après on a pris le taureau par les cornes et puis on est reparti. Une fois la déception, on est vite reparti sur de bonnes bases. On parle de l'actualité plus récente, l'Ukraine que vous avez traversée.
Ce pays vous a marqué. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez ce qui se passe là-bas ? Alors c'est un pays qui nous a tout de suite vraiment marqué. On venait de Pologne, donc la Pologne c'est déjà pas la France, mais quand on passe la frontière et qu'on arrive en Ukraine, notamment la région qu'on a traversée, donc qui est une région montagneuse et très rurale, c'est un petit peu moi la France de mes grands-parents, c'est la France des années 50, des années 60. Donc l'agriculture, rien n'est mécanisé, les foins se font à la main, les poules courent dans les fossés. Les vaches, les enfants rentrent de l'école et viennent chercher la vache de la maison pour l'emmener paître. Enfin, c'est une autre vie. Et puis des routes effectivement complètement défoncées. On était dans une partie rurale après, je pense que tous les... Donc pas d'eau forcément courante dans les villages, donc l'eau tirée du puits. Et donc effectivement, quand ces populations en plus maintenant subissent ce qu'elles subissent et au regard des conditions qui étaient déjà les leurs de vie, on peut se dire que sans chauffage, sans etc., ça doit être... et ça fait mal au cœur, parce qu'effectivement ce sont des gens qui étaient... qui nous ont accueillis admirablement et qui étaient prêts, voilà, des gens qui n'avaient pas grand-chose et qui nous offraient tout, du beurre, du lait, des légumes, voilà... qu'ils avaient. Ouais. Et puis il y avait aussi un peu l'ouverture, on sentait cette volonté d'ouverture justement un peu sur d'autres pays, etc. Le développement du tourisme, on est allé dans des petits gîtes, chambres où des personnes avaient investi dans leur logement pour faire accueillir des touristes et tout ça. Il y avait vraiment cette volonté de s'ouvrir au tourisme, le développer, et c'est vrai qu'on se dit que tous les gens chez qui on est allé, parce qu'on a loué des choses, on a mangé dans des petits restaurants, tout ça, on se dit qu'aujourd'hui tout est arrêté, et oui, non, ça nous a touchés quand même, c'était quand on est passé par ce pays et qu'aujourd'hui on connaît l'actualité, je trouve c'est touchant. Et puis oui, la partie est du pays était déjà en guerre, la Crimée, le Donbass. Et d'ailleurs, vous avez et donc sur la route, il y avait des checkpoints. Oui, on était arrêtés par des militaires et voilà, il fallait qu'on monte les papiers. Donc pour les enfants, c'était aussi un petit peu impressionnant. Mais bon, voilà, savoir ce qui s'y passe maintenant, c'est vrai que ça fait mal au cœur pour tous ces gens qui n'ont rien demandé. Vous êtes toujours, vous avez encore des liens avec, on parle d'Ukraine, mais ailleurs, avec des gens qui vous ont accueillis. Vous avez fait pas mal de photos des familles où vous les avez filmées, ou les anniversaires avec des locaux. C'est quelque chose qui marque. Est-ce que tous les copains qui reviennent à la maison, des Espagnols. Est-ce qu'on a des copains, des gens qu'on a rencontrés en voyage qui reviennent à la maison ou qu'on a gardé en contact ? Bah oui, ça nous est arrivé. Quelques-uns. Alors on a gardé contact avec beaucoup de personnes de notre premier voyage. Alors de notre premier voyage, qui est des personnes qui nous ont accueillis chez eux, qui sont devenus des amis, qui reviennent à la maison, avec qui on est toujours en contact. Donc ça c'était 2014-2015. Et on est toujours en lien avec eux. Et pour le voyage précédent, oui, alors c'est vrai qu'on essaye de garder contact. On a été beaucoup reçus en Roumanie et dans d'autres pays, même en Serbie, Monténégro. Après, on avait la barrière de la langue, mais on a toujours des petits échanges de mails, de se donner des nouvelles. En Crète, on était hébergés. Là, c'était une personne qui nous hébergeait. Elle avait une maison qu'elle louait, mais elle s'est devenue notre amie. Donc, on est resté en lien. Donc, on essaie de garder aussi ce contact parce que des fois c'est furtif les rencontres, et on vient une soirée, une nuit, mais on a toujours cette reconnaissance et cette envie de garder contact, donc on essaye au maximum. Et en Ukraine, moi j'ai souvenir dans les campagnes, effectivement, on n'a pas gardé de contact, on s'envoie pas de mail, etc. Mais on avait pris des adresses, les gens leur avaient dit donnez-nous votre adresse. Alors c'est écrit en cyrillique, tout ça, mais on renvoyait parfois des cartes aux gens. D'accord. Des gens qui nous offraient un peu l'hospitalité, qui nous offraient quelque chose. On leur demandait leur adresse, et puis un mois plus tard, on envoyait une petite carte. Alors on ne sait jamais si elles arrivent ou pas. On ne sait jamais ce que. Et donc voilà, c'était une rencontre d'une fois, et puis
en remerciement, voilà, Oui, on envoie un petit quelque chose, et puis on n'a plus de nouvelles. Ouais. En Ukraine, cette famille-là, ce couple qui nous a reçus, on voulait juste de l'eau, puis après on est reparti avec des petits pois frais, des framboises, du lait, du fromage. Et on avait pris leurs coordonnées. Ils n'avaient pas ni téléphone, ils étaient aussi âgés. Et on avait une adresse en cyrillique. On s'est débrouillé pour essayer d'envoyer une petite carte avec une photo de nous pour les remercier. Merci en ukrainien. On ne sait pas s'ils l'ont reçu, mais peut-être, on espère. Ah oui, c'est sûr, ça serait chouette. Peut-être que vous le saurez un jour, du coup. Lison, tu as beaucoup aimé l'Albanie, je crois. L'Albanie. Oui, parce que les gens, ils étaient gentils, ils étaient toujours bien prêts pour nous accueillir et pour nous aider. C'est là où tu t'es baigné ? Oui. Ouais. C'est vrai que l'endroit est paradisiaque, on voit bien. Ouais. On a l'impression de petits cocons waouh, où on respire. Ouais. Et toi, Anatole, t'as aimé partout ? Partout où t'es passé, où il y a un petit quelque chose qui t'a un peu plus plu ? C'est dur à dire parce que tous les pays sont différents. Oui. Et c'est ça qui fait que ils sont tous bien. Donc c'est très dur. C'est dur à dire, mais moi j'ai tout aimé. Et même les chemins super difficiles, c'est un challenge. Ouais, je vais y arriver. Parce que c'est impressionnant aussi de vous voir monter comme ça, forcer. C'est difficile aussi pour les adultes. Et quand on voit votre ténacité, ouais, on va y arriver, c'est fantastique. Oui, on aime bien le VTT, puis la route avec les voitures. Des fois, les gens conduisent un peu pas très bien dans certains pays. Puis le VTT, on aime bien. On a toujours fait des sorties en famille. Et voilà. Et donc, le prochain voyage, c'est à vélo obligatoirement pour chacun d'entre vous. Vous aimeriez tester une autre forme de voyage ? Pour le prochain voyage, on sait pas trop. On en discute en famille parce que du coup, on aimerait bien faire un 3e voyage avant que les enfants soient trop grands. Mais Lison, elle grandit aussi, elle a des attentes, elle veut être avec ses copains, elle a envie elle fait du sport, elle fait de l'athlétisme, elle veut faire ses compétitions. Donc on réfléchit ensemble si on se lance pour une prochaine aventure. Il faut que ça convienne à tout le monde parce qu'il faudrait rester sur la même impression que les 2 voyages précédents, c'est-à-dire que ça se passe bien, qu'on soit dans le partage, que ce soit un moment ensemble. Donc on discute sur la durée, sur effectivement est-ce que c'est tout à vélo ou est-ce que c'est pas que du vélo, est-ce que c'est autre chose, et puis à quel endroit, qu'est-ce qui pourrait les motiver, les intéresser voilà. Donc aujourd'hui on n'a rien défini, il faut qu'on se décide quand même un petit peu vite, mais il faut qu'on soit tous bien d'accord et qu'on ait tous bien envie de repartir, voilà. C'est l'objectif. On est déjà reparti cet été pendant les vacances. On fait toujours des petits voyages à vélo ensemble pour se rappeler des souvenirs, puis voilà, pour découvrir encore d'autres endroits où on n'est pas encore allé. Je vais rebondir sur ce que disait Flo sur les chemins que vous empruntez. Même mon âne, je le ferai pas passer par là où vous êtes passé. Le Mont Ventoux, c'était les doigts dans le nez. On sent que neige ou pas neige, pluie, soleil, vous y allez, on dirait que c'est super facile. Hop, vous avez des mollets de ouf. Les chiens, je comprends pourquoi ils couraient après. C'est vrai que vous étiez impressionnants tous, les enfants en particulier, mais c'était ouf. Non, c'est vrai qu'on essaye de s'extraire un petit peu des grandes routes. Voilà, on cherche les petits chemins, les pistes sur lesquelles on rencontrera pas ou le moins possible de voitures. Donc pour cela, il faut franchir des cols, il faut aller dans les montagnes, il faut aller dans les forêts. Et donc oui, parfois les progressions sont lentes, mais voilà. Anatole, tu peux peut-être raconter le Mont Ventoux, comment tu l'as vécu, parce que oui, on a fait le Mont Ventoux, on a rencontré un couple franco-allemand sur notre route, on a discuté un peu avec eux et on leur a proposé de faire un bivouac avec nous, donc on a fait un bivouac. Et puis finalement, on leur avait dit on va faire le Mont Ventoux, ils n'avaient pas prévu d'y aller. Puis ils se sont dit on vous accompagne, on vous suit, on vient avec vous. Donc on a fait le Mont Ventoux avec des cyclo-voyageurs. Et Anatole, raconte ton expérience, que c'est quand même pas tous les enfants qui font ça à 7 ans, le Mont Ventoux. Comment tu as trouvé ça?
C'était dur, surtout à la fin. Mais le début, on a pris le côté le plus facile. Donc, C'était quand même la face nord. C'était le côté... Au départ de saut. Ouais, d'accord. et après, c'est les 6 derniers kilomètres qui étaient plus durs. Oui, c'est toujours les plus difficiles. Et vous y êtes redescendu par... Malocène, oui, sur D'accord, Malocène. ouais, ok, d'accord. Je l'ai fait une fois, je suis pas arrivé en haut. Et puis, ça m'amuse beaucoup qu'Anatole dise ce qui était plus dur, c'était les 6 derniers kilomètres. Oui, il y en avait quelques-uns avant. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et puis, même pour toi, Mathieu, avec ton chargement, c'est quand même... c'est vrai que je me répète, mais c'est vraiment on a l'impression que c'est facile en fait. Vous donnez envie d'aller voyager à vélo parce que tout semble facile. Et malgré le poids, malgré les dénivelés, malgré les saisons, la neige, les difficultés, vous y allez. Et bravo en tout cas pour ce message parce que vous donneriez envie de faire du vélo même à celui qui en a jamais fait. Ça, j'en suis sûre. Donc bravo. Et j'avais une dernière question. Du coup, vous n'avez pas pris d'Eurovélo du tout? Alors, c'est pas notre truc, les Eurovélos. Ouais, c'est Pour bien nous, ce que j'ai compris. C'est voilà. les petits chemins de traverse. Donc nous, on aime bien dénivelés. tracer notre sillon et puis aller à la recherche des endroits un peu moins courus. Et alors, c'est bien, les Eurovélos, effectivement, quand on a des enfants en bas âge, c'est tracé, c'est tout droit. On se laisse guider. Au niveau de la sécurité, c'est parfait, mais il y a moyen de piment quand même que voilà. Donc nous, les Eurovélos, c'est pas notre truc. Même si c'est très bien, mais voilà, on préfère tracer notre route. Oui, il y a plein de façons de voyager. Enfin, vous le savez, mais nous, on reçoit aussi des cyclo-voyageurs à la maison. Et puis, en fait, il y a autant de façons de voyager qu'il y a de personnes, de voyageurs, quoi. Donc, il y en a pour tous les goûts. Nous, c'est pas notre truc, mais ouais. Mais alors, comment on trace sa route sur un ordinateur quand on connaît pas le pays? En France, c'est facile, hein, IGN, tout ça, c'est simple. Alors, quelques pays d'Europe aussi, mais... S'il y avait que l'ordinateur, ce serait difficile. Nous, on a besoin du papier, des cartes. Donc on a toutes les cartes, toutes celles qu'on peut avoir, parce qu'il y a des pays dans lesquels c'est difficile d'avoir des cartes, notamment des cartes assez précises. Si on souhaite effectivement retrouver des petits chemins, c'est souvent pas possible. Donc il y a la carte papier pour avoir du recul sur où on est, où je vais, d'où je viens. Et puis effectivement, il y a un petit ordinateur avec une cartographie numérique relativement précise et qui permet effectivement à ce moment-là de tracer sa route et puis ensuite, moi, ce que je fais une trace le soir, la veille pour le lendemain. Et puis, je l'importe dans mon GPS et je me laisse guider. Alors, on se laisse guider, non pas par le GPS, mais par le chemin qu'on a essayé de choisir. Alors après, on est confronté aussi à la réalité du terrain. Donc après, il faut parfois changer de route, revoir nos plans. Mais voilà, donc c'est la carte papier d'abord, et puis ensuite, effectivement, la carte numérique. Et on n'est pas connecté à Internet. On voyage sans Internet. On voyage sans Internet. On prend juste du Wi-Fi quand on est dans des endroits où il y a du Wi-Fi, mais on n'avait pas de données mobiles, on n'avait pas d'Internet sur nous. On fait à l'ancienne. À l'ancienne. C'est bien. Merci, je crois qu'on va devoir laisser antenne à vous, Cognac G. Eh ben merci. Je voudrais quand même... J'avais une dernière question sur le film. Vous avez au début vous partez avec une GoPro et au fur et à mesure on voit le drone. Donc tu expliques que c'était un drone qu'on vous a offert avant le départ. Mais est-ce que vous achetez du matériel vidéo en voyage qui vous permet d'avoir des images de meilleure qualité? Parce qu'on ressent quand même qu'au fur et à mesure, alors il y a peut-être la maîtrise du matériel qui fait que les images sont meilleures, mais est-ce qu'aussi vous avez des équipements? Tout le voyage, on a eu le même matériel, on n'a pas fait de nouveaux investissements au cours du voyage, alors on s'est peut-être effectivement amélioré. Et puis, oui, les enfants notamment, puisqu'ils prenaient de temps en temps la caméra. Quand on a dérushé un petit peu pour faire le film, on a découvert plein de trucs qu'on n'avait jamais vus. Voilà, donc c'était aussi très sympa. Mais voilà, non, au niveau du matériel, on est parti avec 2 petites GoPro ou équivalents qui étaient principalement sur le guidon de chacun de nos 2 vélos. D'accord. Puis on avait un appareil photo et puis le drone. Ok. Eh ben, en tout cas, bravo. Voilà, et bien merci. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Merci Lison, merci Anatole, merci Cécile, merci Mathieu et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci. À bientôt, Au revoir. au revoir. Allô la planète, de retour de festival Périplétie à Mâcon, édition 2022.